Dans un premier temps, j'aimerais bien remercier M. Monoret de m'avoir invité aujourd'hui. Vous pouvez m'arrêter s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, mais il va y avoir du temps à la fin. Ok ? Donc, cet exposé, ce cours, concerne la métaphore comme objet d'étude. Dans un premier temps, je vais évoquer ma propre recherche. Est-ce que vous m'entendez dans le fond ? Peut-être parler un petit peu plus fort. Je vais essayer. Ok. Je vais évoquer ma propre recherche et ce qui m'a emmené à étudier la métaphore en langue étrangère. On peut évidemment questionner la pertinence de cette problématique quand on a l'habitude de traiter la métaphore comme une simple figure de style qui est rattachée à un discours prédéfini, le discours littéraire et poétique. Vous avez tous plus ou moins traité la métaphore au collège et au lycée, surtout les francophones, où vous avez dû apprendre qu'il s'agit d'une comparaison sans com. Est-ce que c'est ça ? Oui. Où les enseignants se sont basés sur des extraits des Fleurs du Mal de Baudelaire, par exemple. Mais grâce à l'avènement de la linguistique cognitive, notamment, la métaphore va sortir de la sphère du discours purement esthétique et va progressivement occuper une place centrale dans la cognition humaine. Et ces travaux nous permettent d'aller plus loin dans l'étude de la métaphore en se basant sur l'usage réel de la langue. Et on va au-delà de la simple intuition des chercheurs, c'est un petit peu le but de la linguistique cognitive. Et avec les avancées des techniques issues des neurosciences, on peut maintenant observer le traitement langagier en temps réel, ce qui nous permet notamment d'étudier la manière dont on traite les métaphores et d'autres phénomènes tels que les expressions idiommatiques et l'ironie. Donc on peut le voir dans le cerveau. Et adopter un point de vue cognitif nous permet également de mieux cerner le mécanisme de la métaphore. On va voir qu'il ne s'agit pas véritablement d'une simple comparaison sans com et que de nombreuses approches ont été proposées afin de cerner ce qui se passe quand on essaie d'interpréter un énoncé métaphorique. On peut dire qu'il y a 3 catégories d'approches à regrouper au sein des cadres théoriques de la linguistique cognitive et de la psycholinguistique. L'analogie, la projection conceptuelle et la catégorisation. Donc normalement, vous avez traité la catégorisation, vous avez traité l'analogie et la projection, le mapping peut-être ? Non. Chaque approche de la métaphore se base sur un processus cognitif. Processus qui est à l'œuvre dans d'autres types de traitements et d'activités mentales. Donc, je vais commencer par... Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'aller vite. À la fin de cette présentation des approches du mécanisme métaphorique, je vais présenter des données issues de la psycholinguistique et de la neuropsychologie. Donc, le but, c'est de mieux cerner la métaphore comme objet d'étude et d'expliquer les enjeux précis de ce domaine de recherche. Ok. Donc ça c'est la clé du succès, c'est le savoir, la métaphore. Ok, donc pourquoi la métaphore ? Je vais aller vite. Donc, comme il a dit, je m'appelle Catherine Bang-Nielsen, je suis de nationalité norvégienne. Et j'ai fait toutes mes études en France, du cours de langue jusqu'à la thèse. Et il faut comprendre que le contexte plurilingue dans lequel je me suis retrouvée a joué un rôle majeur sur la façon dont je perçois la langue en général, et plus particulièrement le français. Donc, celles et ceux qui font leurs études dans une langue étrangère, vous savez que la langue n'est plus neutre
et qu'elle n'est plus un simple moyen de communication qu'on utilise plus ou moins automatiquement. Donc, on a des difficultés quand on entre dans une nouvelle langue, et quand on doit communiquer et comprendre dans une langue étrangère, on se heurte à d'innombrables obstacles. Et quand j'ai commencé à étudier la métaphore, j'étais dans ce contexte multilingue, et je pense que ça a joué un rôle dans la façon dont je perçois le sens figuré, la métaphore, les expressions idiomatiques. Parce que souvent, les locuteurs natifs, ils vont utiliser les métaphores et les expressions sans s'en rendre compte, alors que nous, les étrangers, on voit, quand on entend quelqu'un dire « il m'a posé un lapin », on imagine le lapin. Donc, mon intérêt pour la métaphore a commencé pendant mes études de psychologie, et c'est au cours de ces études que la métaphore a cessé de représenter une simple figure de style appartenant à la sphère des poèmes et des textes littéraires, pour entrer de plein pied dans le domaine de la neuropsycho. Il s'avère que certaines populations ont de grandes difficultés à interpréter des énoncés au sens figuré, qui passent pourtant inaperçus dans le discours quotidien auprès de locuteurs natifs, c'est-à-dire des sujets sains, on va dire. Et j'avais un prof qui était spécialiste de la schizophrénie, qui m'a expliqué qu'un schizophrène en plein délire, qui entend « prenez la porte », il va aller chercher la porte. Et pareil, j'ai discuté le sujet de thèse avec une infirmière. Elle a expliqué que lors d'une session de dessin avec une patiente, elle a voulu faire un retour sur son dessin. Donc, j'ai trouvé un dessin plus ou moins pareil. Il y avait un arbre, il y avait un chat. Et donc, l'infirmière, elle a dit c'est sympa avec le chat, avec l'arbre et tout ça. Et puis, la patiente, l'infirmière, elle a dit ça me parle. Et la patiente l'a regardé en disant qu'est-ce qui vous parle, l'arbre ou le chat? Donc, on voit bien que il y a certaines populations qui vont prendre le sens figuré au pied de la lettre. Donc, cette surfocalisation sur le seul sens littéral peut évidemment constituer un obstacle majeur dans le discours de tous les jours. Et c'est pour cette raison que la compréhension de métaphores et du sens figuré chez des patients schizophréniques ou autistes est un domaine d'étude important en neuropsychologie, aujourd'hui surtout. Donc, mon sujet de thèse porte sur la métaphore en langue étrangère. Et pourquoi on dit que la métaphore en français langue étrangère sera une difficulté. Mais le problème, c'est que la métaphore, elle est partout. Donc, est-ce que les locuteurs non natifs vont passer tout leur temps à essayer de comprendre le sens de la métaphore différemment des locuteurs natifs qui peuvent, la plupart du temps, accéder au sens automatiquement? Si j'ai le temps plus tard, je peux expliquer un petit peu plus ce que j'ai fait. J'ai fait une étude en psycholinguistique où j'ai testé des locuteurs natifs et des locuteurs non natifs. C'était des métaphores en français langue maternelle ou seconde. Donc la métaphore a été étudiée depuis au moins Aristote, et il y a énormément de travaux dessus. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur Google Scholar, taper métaphore ou métaphore, et vous allez voir qu'il y a des milliers et des milliers d'articles dessus et de livres. Donc on l'étudie dans les neurosciences, dans l'acquisition des langues, en linguistique cognitive, littérature évidemment. Mais initialement, à l'époque d'Aristote, la métaphore était rattachée au discours poétique et littéraire, ainsi qu'au discours argumentatif. On va l'employer consciemment pour obtenir un résultat précis chez les interlocuteurs. Plus important encore, elle concerne les mots, des mots qui dévient de leur sens véritable, c'est-à-dire le sens propre et littéral. Et donc, pour schématiser,
la métaphore, elle concerne tout simplement l'embellissement figuratif du langage littéral. Mais si on dit que la métaphore est propre au discours littéraire et argumentatif, et donc argumentatif, c'est par exemple quand il y a un avocat qui essaie d'expliquer face au jury que la victime, non pas la victime, le defendant, le quoi? L'accusé, merci, que l'accusé n'est pas coupable. Donc il va avoir un discours argumentatif parce qu'il va essayer de convaincre le jury d'adhérer à sa cause, c'est-à-dire que l'accusé n'est pas coupable. Ok? Vous voyez vous comprenez le discours argumentatif? C'est quand on essaie de convaincre les politiciens, par exemple. Ça, c'est du discours argumentatif. On essaie de convaincre. Donc la métaphore, elle est dans la poésie, elle est dans le discours argumentatif. Mais on voit ici, là c'est juste des journaux où on a par exemple Sarkozy qui parle du tsunami migratoire. Donc métaphore, le tsunami, une rencontre glaciale, elle n'est pas littéralement glaciale. Daesh est un cancer qui ronge et défigure ce monde. Ou juste dans le journal de sport, on arrache la victoire. Donc la métaphore, elle est vraiment partout. Et on va bien au-delà du discours littéraire et argumentatif. Même si on peut dire que le Sarkozy, ça c'est du discours argumentatif, mais dans le journal du sport, on ne peut pas vraiment dire que c'est ça. Ils essayent juste d'expliquer. Et donc la métaphore, elle est partout, c'est ce qu'on dit de nos jours. Et il est difficile, par exemple, de trouver des adjectifs qui permettent de décrire l'intelligence d'une personne sans utiliser de métaphore. Et en ce qui concerne le discours journalistique, j'ai fait une étude sur la manière dont la presse utilise des métaphores pour parler de l'immigration. Et je me suis rendu compte qu'ils ne vont jamais utiliser les termes « arrivée de migrants », ils vont utiliser « flux »,« vague »,« inondation »,« tsunami » ou « déluge ». Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Et donc, les journalistes qui sont censés représenter la neutralité, l'objectivité, emploient des métaphores sûrement à leur insu pour parler d'un phénomène, l'immigration, mais en utilisant des métaphores qui nous donnent l'impression qu'on est envahi par une masse liquide menaçante. Et d'autres études en analyse du discours s'intéressent aussi au discours sur l'immigration, notamment Lakoff, que vous avez vu normalement, George Lakoff. Et lui, il parle de la façon dont on encadre l'immigration, the framing of immigration. Il est très actif sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez aller voir ce qu'il fait sur Facebook, par exemple. Il est très contre Trump, c'est assez drôle à voir. Donc lui, il explique comment les tweets de Donald Trump permettent de donner une vision du monde. Par exemple, quand il parle de la caravane de migrants, donc caravane c'est aussi une métaphore, et il nous montre comment il est en train de nous, montrer juste une vision du monde, l'immigration notamment, où il faut qu'on ait peur. Il y a d'autres études qui s'intéressent à la déshumanisation à l'œuvre quand on évoque des populations minoritaires. Donc les nazis traitaient bien les juifs de rats, les Hutsis traitaient les Tutsis de cafards, et qu'est-ce qu'on fait avec les rats et les cafards?
eh bien, on les extermine. Donc, vous voyez que l'emploi de métaphores, c'est pas anodin. C'est, dans certaines situations, c'est limite dangereux. Et il faut avoir ça mérite une attention particulière, surtout quand on voit aujourd'hui avec des migrants qui essayent de venir en Europe, et nous on dit que c'est un déluge, bah forcément les gens ils vont avoir peur, alors que c'est juste des gens qui essayent de survivre. Donc, un petit point terminologique. Quand je parle de métaphore, je parle d'un phénomène qui est discursif et cognitif et qui concerne un rapprochement entre deux catégories ou domaines conceptuels. Et donc, pour illustrer, on va utiliser cette métaphore. Claire est un glaçon. Est-ce que vous avez regardé House of Cards? Donc, vous savez que Claire Underwood est un personnage assez calculateur, presque sans cœur. Et quand je dis Claire est un glaçon, je rapproche deux catégories différentes. Donc, les êtres humains et les aliments. Même si le glaçon, c'est la forme. C'est pas vraiment un aliment. Mais bon. Donc, être humain et aliments. Et le fond concerne les propriétés communes entre Claire et le glaçon. Donc, moi, je vais utiliser les termes de topique et véhicule. Donc, on peut dire que, en gros, c'est le sujet. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, le sens de cette métaphore, c'est que Claire est froide. Donc, vous voyez bien ce que c'est la métaphore. Ok? Et il faut impérativement que ce soit deux catégories hétérogènes. Dans la comparaison, on va utiliser deux entités homogènes. Donc là, je parle de la comparaison littérale. Elle est froide comme sa mère. Et là, on peut réverser. Sa mère est froide comme Claire. Ok? Dans la similitude, dans la métaphore, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on a deux entités hétérogènes. Elle est froide comme un glaçon. Un glaçon est froide comme Claire. Ça ne donne pas vraiment de sens. Donc vous voyez bien, dans la métaphore, c'est impérativement des entités hétérogènes. Plus c'est loin, mieux c'est. Bah, des fois ça peut être difficile, mais bon. Donc on ne va pas rapprocher des entités qui sont proches sur le plan conceptuel. Vous voyez bien? Ok. Il fait très chaud ici. Donc, vous avez déjà eu un certain nombre de cours sur la linguistique cognitive. Et vous savez maintenant que l'un des principes concerne la corporéité de la connaissance ou bien l'embodiment. Donc, la façon dont on comprend la langue est directement influencée par l'expérience qu'on a avec le corps. Si quelqu'un dit qu'il est complètement à plat, mon système conceptuel me permet d'accéder au sens, c'est-à-dire que la personne en question se sent malade ou est très fatiguée. Ça veut dire que la maladie est associée à la position allongée, alors que la santé est la position debout. Et Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan ont bien utilisé les termes « en marche », « debout la France », parce qu'on on a le pouvoir, on est sain et sauf. On ne va pas dire « coucher la France », vous voyez bien. Nos schémas mentaux qui sont stockés en mémoire à long terme dépendent directement de l'expérience qu'on a avec notre corps, mais aussi de la culture dans laquelle ce corps s'intègre. Donc en français, on va dire « saisir le sens », alors que c'est complètement abstrait. On comprend avec notre cerveau, mais on imagine qu'on saisit le sens. C'est pareil en anglais, to grasp the point. Et donc le rôle de la linguistique cognitive est
d'étudier le lien entre le corps et la langue, ou plus précisément les interrelations entre le corps, les processus cognitifs et la langue, donc notamment les métaphores. Donc là, les principales théories de la métaphore. La métaphore conceptuelle, qui est l'une des théories les plus étudiées en linguistique cognitive, en neurosciences, en didactique, qui a été, on va dire, mise en place par George Lakoff, qui est psychologue, et Mark Johnson, qui est philosophe. Donc, ils ont proposé un ouvrage, Metaphors We Live By, qui représente un tournant dans l'étude de la métaphore. Et il se base sur l'usage réel de la langue et propose que la métaphore soit partie intégrante de la cognition humaine et qu'elle nous permet de comprendre et de produire des énoncés au sens littéral grâce au processus par lequel on voit une chose par le biais d'autre chose. Elle implique donc un domaine conceptuel source, un domaine conceptuel cible, ce dernier étant abstrait et difficilement tangible. On voit ici que l'esprit est difficile à conceptualiser. Donc, on se base sur ce qu'on connaît déjà, un objet fragile. Vous comprenez? On va voir quelque chose d'abstrait par le biais de quelque chose de concret. Et quand on commence à regarder la façon dont on parle, dont on utilise la langue de tous les jours, c'est frappant à quel point on retrouve ces métaphores conceptuelles dans la langue de tous les jours. Donc par exemple, l'esprit est un objet fragile, on le voit ici, elle a craqué, elle n'a pas littéralement craqué. Il s'est complètement effondré, cette histoire m'a brisé le cœur. C'est-à-dire que l'esprit est un objet fragile, c'est une structure conceptuelle qui est stockée dans notre mémoire à long terme et qui va avoir une influence dans la façon dont on parle de la santé mentale ou l'équilibre. Et ce n'est pas nécessairement aller dans un corpus trouver des métaphores, parce que selon eux, ça c'est le langage littéral. C'est-à-dire qu'on a des métaphores dans le cerveau qui vont complètement orienter la langue. Et ce n'est pas juste les métaphores qu'on peut retrouver dans la poésie, mais c'est tout, c'est vraiment tout. Donc que ce soit l'expression idiomatique, la métonymie, la métaphore et ainsi de suite. Donc moi j'avais, par exemple, la colère est un liquide chaud dans un contenant. Ça c'est une métaphore conceptuelle. Et quand je dis elle bouillonnait de rage, là on a vraiment ça. C'est-à-dire qu'elle était tellement en colère qu'elle bouillonnait. Mais elle ne bouillonnait pas littéralement. Elle va mourir si elle bouillonne. Et donc là, c'est-à-dire qu'on a une structure conceptuelle dans le cerveau qui va avoir une influence sur la manière dont je parlais de sa rage. Je veux dire qu'elle bouillonnait. Ok? Vous voyez bien la différence entre la métaphore conceptuelle qui est là-dedans et les réalisations linguistiques qui sont dans la langue. Donc la métaphore ne concerne plus les mots, comme on disait dans l'Antiquité. Elle concerne la connaissance, la cognition. Donc on a tendance à écrire les métaphores conceptuelles en majuscules, les réalisations linguistiques en normal. Et ça vaut aussi pour la métonymie. Quand on prend la partie pour le tout, c'est la tête de l'entreprise, c'est ça qu'on dit? Tête d'une entreprise, parce qu'on voit que le pouvoir est en haut, mais ce n'est pas une métaphore, c'est une métonymie. C'est la partie pour le tout.
Est-ce que vous avez compris? Après, une théorie qui est un petit peu plus complexe, mais qui porte aussi sur les domaines conceptuels, même si Fauconnier et Turner, ils se basent sur les travaux de Fauconnier, sur les espaces mentaux. Donc ces espaces mentaux sont des paquets conceptuels, des schémas qui contiennent de l'information. Donc dans le cadre d'une métaphore telle que Claire est un glaçon, l'espace source est Claire, l'espace cible est le glaçon. Chaque espace mental ou chaque entité a un rôle et un objectif. C'est bien plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de simplifier. L'espace générique concerne tous ceux que ces deux espaces partagent. Donc on peut dire, pour simplifier, que c'est le caractère froid du glaçon et de Claire. L'espace blend, ici, est plus abstrait et concerne l'intégration des différents éléments, où on trouve aussi des incohérences. Un être humain ne peut pas être un élément, sauf si on est cannibaliste. Donc on prend la froideur comme caractère qui réunit les deux. Donc Claire est un glaçon, Claire est froide. C'est bon? C'est toujours l'intégration conceptuelle en jeu, mais on parle d'espace, 4 espaces au minimum. Pas juste 2 comme dans la métaphore conceptuelle. Et en ce qui concerne l'analogie, la théorie de Gentner et ses collègues, le structure mapping, il propose une théorie qui se base sur le raisonnement analogique. Donc, dans une analogie, comme l'électron est comme le système solaire, si on dit à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'atome, on va faire une projection entre les propriétés, les attributs de l'électron, le noyau, les planètes et le Soleil. Les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil est plus massif que les planètes. Le Soleil attire les planètes. Eh bien, c'est pareil dans l'atome. Il y a un noyau qui est comme le Soleil. Les électrons vont autour du noyau. Le noyau est plus massif que l'électron. Donc, on comprend ce qui se passe dans l'atome. L'électron tourne autour du noyau, comme les planètes tournent autour du Soleil. D'accord? Donc, selon Gentner et ses collègues, c'est une question d'analogie. La métaphore est une sorte d'analogie. Et ce qui nous permet d'accéder au sens de la métaphore, c'est l'analogie. Ok. La théorie de l'inclusion en classe ad hoc a été élaborée par un psychologue, Sam Glucksberg, et lui, il se base sur la catégorisation. Il ne considère pas la métaphore comme un phénomène déviant, mais bien comme une affirmation catégorielle. Donc, pour lui, il n'y a pas vraiment de différence entre la rose est une sorte de fleur et la métaphore, la vie est une fleur. La rose est membre de la catégorie superordonnée des fleurs, la vie est membre de la catégorie superordonnée des choses agréables. Donc il n'y a pas de déviance dans le phénomène métaphorique comme on disait depuis l'Antiquité.
Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de psychologues et linguistes qui remettent complètement en cause le sens littéral et le sens figuré. Le mécanisme qui est en jeu ici est la catégorisation et concerne la création de classes ad hoc selon les besoins de communication. On est toujours en train de créer des catégories ad hoc. Si je vous demande ce que vous prendriez, si jamais vous êtes sur une île déserte, vous allez créer une catégorie de ceux que vous allez emmener. La catégorie n'était pas là déjà. Vous comprenez? Donc c'est une création de catégories superordonnées dans laquelle on met tout ce dont on a besoin sur une île déserte. Et quand on est confronté à une métaphore comme ça, mon travail est une prison, on va créer une catégorie ad hoc, adaptée au contexte, et qui concerne schématiquement les choses désagréables qui limitent la liberté. Et ça veut dire que ce n'est pas vraiment différent de l'affirmation « la prison est une sorte de lieu de détention ». Mais on peut voir que cette catégorie superordonnée, elle va aussi inclure les prisons, la pauvreté, les menottes, les guerres, les centres de rétention, c'est-à-dire tous ceux qui limitent la liberté d'agir. Et les propriétés du topic, mon travail, vont avoir un besoin sur le véhicule. Donc on n'a pas besoin de savoir que mon travail, qui est tellement désagréable, qu'il est à Paris, on n'a pas besoin de savoir qu'il a été obtenu grâce à Pôle emploi, parce que ce n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est le côté contraignant, triste et monotone. Et qu'on ne peut pas juste quitter le boulot comme on veut, parce qu'on a des enfants, par exemple. Ça veut dire que la prison a un sens duel. La prison va avoir un sens littéral concret, mais aussi un sens abstrait catégoriel. Est-ce que vous comprenez? Je vais mettre, normalement, les diapos vont être affichés, je suppose? Oui. Oui. Le diaporama sera sur le site. D'accord. Est-ce que vous comprenez cette théorie? Ok. Parce que celle-ci, c'est la théorie qui est la plus utilisée en psychologie. C'est celle qui donne le plus de sens parce que il prend en compte cette non-réversibilité des métaphores. Si je dis ma prison est un travail, ça change complètement le sens. Parce que la prison, c'est une catégorie superordonnée. Si je dis la rose est une sorte de fleur et la fleur est une sorte de rose, vous comprenez? Donc c'est peut-être la seule théorie qui va vraiment prendre en compte cette non-réversibilité. Au moins trouver une explication cohérente. Donc mon travail impose des contraintes psychologiques sur ma capacité d'agir. Il fait trop chaud. Donc là, j'ai présenté les trois théories différentes, trois principales approches de la métaphore. Il y a beaucoup plus. Il y a, comme j'ai dit, des milliers d'articles sur la métaphore et personne n'est d'accord sur ce qui se passe dedans. Et c'est juste une simple métaphore. Bon, elle n'est pas simple, mais c'est juste une métaphore. Et donc la métaphore, quand on veut l'étudier, on doit prendre en compte l'accès au sens. Sens littéral, sens figuré. On a tendance à le dichotomiser. Il y a le sens littéral, il y a le sens figuré. Selon les orateurs antiques, le sens figuré était parasitaire sur le sens littéral.
le sens littéral représente la vérité. Le sens figuré, c'est quelque chose qu'on utilise pour expliquer quelque chose, pour utiliser dans des poèmes, mais ça s'arrête là. Cette vision des choses a été délaissée et on peut maintenant dire qu'il y a 3 façons de concevoir l'accès au sens figuré des métaphores. Soit c'est indirect, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Je vous dis, Gérard Depardieu est un réfrigérateur. Dans cette métaphore, vous allez activer d'abord le sens littéral. Mais vous savez que lui, il ne peut pas littéralement être un réfrigérateur. Donc, vous activez le sens figuré. Vous comprenez? Il y a 3 étapes. Mais il y a Raymond Gibbs, le dieu de la métaphore, qui a dit non, c'est direct. On accède directement au sens figuré. Quand le contexte est suffisamment fort, riche, on accède directement. Et puis, il y a Rachel Diora qui dit non, ça dépend. Si vous avez l'habitude d'entendre que Gérard Depardieu est un frigo, vous pouvez accéder au sens figuré très rapidement. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est le sens littéral qui est le plus saillant. Donc elle prend en compte l'expérience de chaque individu, la culture. Si on a l'habitude de dire qu'un acteur qui est quand même assez costaud, qui aime manger, est un frigo, on va pouvoir accéder assez rapidement. Donc il y a 3 façons aujourd'hui en psycholinguistique de concevoir comment on accède au sens figuré ou littéral dans les métaphores. Et cette question est quand même assez importante parce que, comme dit Rachel Diora, ça dépend. Une métaphore peut être accédée rapidement si elle est conventionnelle, si elle est familière et si elle est apte. Donc tout ça, ça doit être pris en compte si on veut, par exemple, monter une expérimentation où on essaye de mesurer la vitesse de traitement de métaphores, la capacité à interpréter des métaphores. Par exemple, si on est face à des patients schizophrènes, par exemple, ils ont beaucoup de difficultés à interpréter le sens figuré, mais dans ce cas, il faut qu'on présente certaines métaphores. On doit être sûr que ce sont des métaphores qui sont assez rapides à comprendre. Vous comprenez? Donc, ces dimensions psychologiques qu'on doit prendre en compte si jamais on étudie la métaphore, c'est la conventionnalité. On va dire une métaphore est lexicalisée. Si vous allez dans le dictionnaire et vous regardez un frein, vous n'allez pas seulement trouver frein comme dans la voiture, mais vous allez aussi trouver le sens figuré qui a été lexicalisé. Mais selon Diora, la lexicalisation, c'est juste quand on stocke le sens figuré dans le cerveau, dans le lexique mental. Donc, si vous êtes élocuteur natif et vous lisez l'inégalité est un frein à l'économie nationale, vous n'allez pas nécessairement activer le sens littéral de frein, mais le sens figuré. Ok? La familiarité aussi, qui concerne normalement la métaphore dans son intégralité, les cigarettes sont des bombes à retardement. Est-ce que vous avez l'habitude de voir ça? En français? En anglais, oui. En français? L'amour est une drogue. C'est-à-dire que on va être influencé par la conventionnalité, la familiarité des métaphores quand on est amené à les traiter en laboratoire. Et puis, l'aptness, c'est le degré auquel les métaphores sont susceptibles d'exprimer un concept de manière figurative. Est-ce que vous avez vu ça? Le cortex entorhinal et le GPS du cerveau,
Ça, c'était dans tous les journaux après que un couple de Norvégiens a gagné le prix Nobel de médecine parce qu'ils ont fait des études sur l'hippocampe et ils ont trouvé une espèce de GPS interne. On ne va pas parler du cortex entorhinal et ce qui se passe vraiment. On va utiliser ce qu'on connaît. On connaît le GPS. Mais de nos jours, le GPS, c'est plus habituel que la boussole. On ne va pas utiliser la boussole quand on conduit. On va utiliser le GPS. Donc on peut dire que cette métaphore est potentiellement plus juste, plus apte que celle-ci. Le problème, c'est que ces facteurs-là sont presque toujours mélangés. Donc, il faut juste se dire ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Une métaphore complètement nouvelle est différente d'une métaphore qu'on a l'habitude de voir. Et ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est de voir ce que c'est la métaphore, la forme qu'elle peut prendre, selon le degré de conventionnalité, on peut dire qu'on a des métaphores complètement nouvelles. Et puis on a les métaphores lexicalisées qui sont très 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 fréquentes dans la langue. Et puis on a les métaphores figées qui sont des expressions idiomatique. On jette l'argent par la fenêtre par exemple. On a les métaphores mortes où le sens littéral n'entre pas du tout en jeu. Si je dis elle a dragué un mec, on n'imagine pas le sens littéral de draguer, qui est c'est dans la pêche, je pense. C'est pareil, aborder un sujet, le sens littéral premier, c'est aborder un bateau, normalement. Donc là, la métaphore, elle est morte. Et puis les catachèses, c'est toutes les métaphores et les métonymies qu'on a dans le discours, par exemple, dans le lexique technique de l'ordinateur. C'est pas un virus à proprement parler. On parle de navigateur, réseau et ainsi de suite. Mais là, ce sont des mots qu'on doit créer. On n'avait pas ces mots-là, parce que avant, on n'avait pas d'ordinateur. Donc on se base sur ce qu'on connaît, le virus, et puis on crée des nouvelles unités lexicales. Ok? Et aussi, ce qui est très intéressant, les métaphores peuvent avoir différentes fonctions dans le discours. Marine Le Pen, elle parle de submersion migratoire. La submersion, elle fait peur, évidemment. Donc, elle essaie de nous convaincre d'adhérer à sa cause, c'est-à-dire de stopper l'immigration. Le terrorisme est un virus mutant. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on... Voilà, c'est sûrement Daesh. Il faut qu'on aille battre Daesh. On utilise surtout les métaphores dans le discours scientifique quand on essaie d'expliquer. Le cerveau est un ordinateur de bord, par exemple, ou Stanislas Dehaene qui dit « notre cerveau fait du bricolage ». Ok? Donc, il y a une certaine hétérogénéité dans la métaphore qui n'est pas toujours prise en compte, mais tous ces facteurs-là peuvent avoir une influence sur la vitesse de traitement, sur la précision, sur la qualité des interprétations. Donc, si moi, en tant que jeune thésarde, je dis la métaphore, elle est difficile dans une langue étrangère, oui, mais quel type de métaphore? Il y en a quand même beaucoup. Donc d'abord, il faut maîtriser expérimentalement ces différentes dimensions avant de créer une expérimentation. Et on voit aussi que la métaphore, elle est dans un discours complètement ordinaire et pas uniquement dans la poésie. Bon, très vite, on étudie la métaphore en laboratoire, on utilise les potentiels évoqués
si je vous dis Gérard Depardieu est un frigo, vous allez avoir une onde négative qui va avoir une pique d'activation parce que c'est bizarre. Si je vous dis l'injustice est un frein à l'économie, vous n'allez pas avoir ce pic-là parce que vous avez l'habitude de le voir. C'est-à-dire qu'on peut observer dans le cerveau si c'est une métaphore inhabituelle ou habituelle. Ok ? Et très vite, on développe progressivement une compétence figurative. Chez les enfants, on prend la métaphore au pied de la lettre, les schizophrènes et ainsi de suite. Et en langue étrangère, on a déjà acquis cette compétence figurative, mais on privilégie le sens littéral, ce qui est bizarre. Comment on sait qu'on privilégie le sens littéral dans une langue étrangère? Parce que on compare le temps de lecture d'une métaphore figée en contexte littéral ou figuré. Donc ça, c'est tiré de ma thèse. François Hollande se tire une balle dans le pied avec la nouvelle loi travail. Élu plus rapidement, juste la métaphore, se tire une balle dans le pied, non, plus lentement que l'islamiste se tire une balle dans le pied et appelle une ambulance. On part du principe que le sens littéral est plus accessible que le sens figuré. Chez les locuteurs natifs, le sens littéral et le sens figuré sont aussi disponibles l'un l'autre. Ok? Donc ça c'est mon étude. Bon, j'ai trop parlé, je pense. Bien, merci beaucoup. Il fallait le temps pour expliquer tout ça. Donc, je le précise pour les étudiants, on retravaillera la question de la métaphore du deuxième semestre à partir de l'ECOF notamment. Mais ce qui était particulièrement intéressant, en effet, c'était de voir un peu ce que vous avez utilisé dans le corpus théorique existant pour une étude très contemporaine sur cette question du traitement des métaphores chez les locuteurs non natifs ouais. Du français. Ouais. Mais manifestement, vous avez dit à un moment donné que certains auteurs critiquaient l'opposition entre sens figuré et sens littéral. Ah oui, oui, oui. Vous, ça n'est pas le cas, puisque... Ah non. Voilà. Quand on est dans une langue étrangère, il y a vraiment cette dichotomie-là. Ouais. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, poser un lapin, quand on est dans une langue étrangère, la première fois qu'on l'entend, on imagine réellement le lapin. C'est-à-dire que le sens littéral, compositionnel, il entre en jeu. Mais les chercheurs en langue maternelle, ils ne voient pas ça. C'est-à-dire que nous, les étrangers, on a un autre regard. C'est pour ça que moi je parlais du début, quand je suis venue en France, j'avais cet autre regard sur la langue. Ce qu'on a tous, plus ou moins, quand on est dans une langue étrangère. Le sens figuré, il est explicite. Parce que, c'est bizarre, pourquoi tu parles d'un lapin? Il s'est tiré une balle dans le pied. On peut tout de suite imaginer quelqu'un qui se tire une balle dans le pied. Sauf que Diora, elle dit que le sens littéral, il est nécessaire. Même quand on a l'habitude de voir ces métaphores-là, le sens littéral, il est nécessaire parce que si on ne savait pas ce qui se passe quand on se tire une balle dans le pied, on ne saurait pas que la personne en question est en difficulté. Vous voyez? Le sens littéral a une influence sur le sens figuré. Donc les deux sont actifs. Oui, il y a aussi l'argument bien connu du fait qu'on peut défiger certaines métaphores et donc ça veut dire que le sens littéral est toujours là, disponible. Oui. Mais donc, si je comprends bien, ce que vous avez vraiment montré, donc c'était surtout à partir de potentiels évoqués, c'est ça? Ah non, moi je ne l'ai pas utilisé parce que je n'ai pas ce matériel. Donc vous avez utilisé quoi comme dispositif? J'ai utilisé juste, parce que je n'avais pas du tout de matériel, j'ai utilisé une tâche de self-paced reading où en fait les Norvégiens, ils venaient dans une salle, ils lisaient des métaphores
Et puis, c'était une touche qui enregistrait le temps de lecture de chaque segment. Donc, François Hollande se tire une balle dans le pied après la nouvelle loi de travail. Donc là, je peux comparer le temps mis à lire se tire une balle dans le pied dans un contexte figuré ou littéral. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Ça m'a pris 3 mois quand même de créer cette expérimentation. Mais c'est la meilleure méthode quand on n'a pas accès au potentiel évoqué, l'IRM et tout ça évidemment. Self-paced reading, ça permet véritablement de voir ce qui se passe quand les sujets sont en train d'essayer de comprendre quelque chose. Parce que le temps de traitement est une variable dépendante vitale. Et aussi la précision. C'est la précision, parce que si vous utilisez, moi j'avais mis des métaphores dans un contexte authentique, j'ai essayé, et puis après les gens devaient répondre. Donc le président Erdogan joue avec le feu en Syrie. Là je me suis basée sur le discours journalistique pour être sûre que ça c'était des métaphores qui étaient vraiment utilisées. Donc ils peuvent choisir entre le sens littéral, le sens figuré et le non-sens. Donc ils choisissaient une interprétation, la plus adaptée. Ça, c'était pour voir s'il y a vraiment un biais littéral en langue seconde. C'est-à-dire que si on est tellement attiré, entre guillemets, par le sens littéral, ils devraient sélectionner le sens littéral. Le président turc est pyromane. Mais non, pas du tout. Ils ne font pas ça. Mais ça m'a permis de mesurer le temps mis à répondre à une question. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont mettre plus de temps à répondre au sens littéral ou au sens figuré? Ok? Et j'ai oublié la question. Non, mais c'est pas grave. Non, je veux dire que là, pour comprendre ça, c'était un autre dispositif expérimental. Si je Au fait, ça, c'est mon étude. D'accord. J'ai juste fait une étude sur un logiciel qui s'appelle OpenSesame, où ils ont lu des métaphores. Les métaphores nouvelles, le chef a dénudé les carottes. Ils ont lu des métaphores lexicalisées, questions brûlantes, et des métaphores figées. Donc, chaque personne lit devant un ordinateur. Comme ça, j'ai le temps de lecture. Et après, ils doivent choisir l'une des interprétations le plus vite possible. Donc, ça veut dire que j'ai le temps mis entre le choix, non, la métaphore et le choix de la sélection. Si c'est une métaphore nouvelle, ça prend beaucoup plus de temps. Parce qu'ils sont en train de réfléchir, oui, mais il n'y a personne qui a dénudé des carottes, parce qu'on ne dénude pas les carottes, on les épluche. Donc, quand on lit des métaphores nouvelles, on doit choisir une réponse, on met beaucoup plus de temps. On est aussi beaucoup moins précis. Ils ont beaucoup plus de mal à trouver le sens figuré. Quand on a des métaphores lexicalisées, question brûlante, une métaphore habituelle, on est très vite à répondre le sens figuré. Et on est très précis. Les locuteurs natifs comme les locuteurs non natifs. Ok? Donc, lire, c'est lire à haute voix Ah non, ils lisent. Ils lisent sur un écran. Ouais. Comme ça. Voilà. Très bien. Donc, finalement, vous montrez, vous donnez une sorte de contribuer à donner des preuves expérimentales de l'utilité de la distinction entre sens figuré et sens littéral. Ah oui, oui, oui. Oui, ça c'est. Ah oui, oui. Et mais ça c'était l'une des questions lors de ma soutenance. C'était, mais est-ce que c'est vraiment pertinent de parler de la dichotomie entre sens littéral et sens figuré? Et moi j'ai répondu dans une langue étrangère, oui, c'est pertinent. Voilà, après la question est de savoir si c'est précisément parce qu'on est dans une langue étrangère, donc dans une situation non naturelle. Ah oui, mais de toute façon, voilà. Ce biais littéral, c'est-à-dire cette façon de privilégier le sens littéral, on le voit chez des schizophrènes, on le voit chez des très jeunes enfants,
et on le voit chez les étrangers. Chez des gens, chez des sujets sains, on le voit uniquement avec les métaphores nouvelles. C'est-à-dire que si, là ça a dû être lexicalisé, la vie est une fenêtre, par exemple, vous allez penser à la fenêtre. Donc c'est le sens littéral. Voilà. Mais beaucoup de linguistes ils disent mais on s'en fiche du sens littéral, sens figuré. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les inférences, tout ce qui est pragmatique. Ouais. Donc voilà. Très bien. Bon, c'est dommage. Ah oui, vous avez une question peut-être à Une question, une remarque. À mon sens, ce serait peut-être intéressant de répartir en tout cas les métaphores lexicalisées en deux catégories différentes. C'est-à-dire d'une part les métaphores lexicalisées propres à une langue donnée, par exemple le français qui n'existe pas en norvégien, en suédois, et d'autre part les métaphores qui existent dans les deux langues. Puisque vous avez cité l'exemple, le président Erdogan joue avec le feu en Syrie. Jouer avec le feu, c'est une métaphore qui existe dans plusieurs langues. Il serait intéressant justement de voir s'il y a une différence par rapport au temps de réaction, par rapport au temps d'analyse, parce qu'a priori, on pourrait dire que si la métaphore existe dans la langue maternelle du sujet, le sujet aura moins de difficultés à l'analyser, à trouver le sens figuré que s'il s'agit d'une métaphore propre à la langue étrangère qui n'a pas d'équivalent direct dans la langue maternelle. Je pense que c'est bien, tu l'as vu. Mais le problème, c'est que, c'est ce que je vais faire dans des études ultérieures. Le problème, c'est que quand on a des expressions idiomatiques comme ça, le transfert direct peut nous perturber. C'est-à-dire que s'il y a joué avec le feu, on va se dire, c'est bizarre, ça existe dans ma langue. Il y a un truc louche qui se passe. Donc des fois, ils mettent plus de temps quand ça existe dans leur langue. Mais le but avec une étude ultérieure, c'est d'utiliser des métaphores lexicalisées qui existent en norvégien, mais qui n'existent pas en français. Des métaphores qui existent en français, mais qui n'existent pas en norvégien. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais c'est toujours en anglais, langue étrangère. Et donc c'est surtout les expressions idiomatiques. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une facilité en temps de réaction et tout ça. D'autres études qui montrent qu'ils mettent plus de temps. Mais c'est un facteur essentiel à contrôler. Très bien. Merci beaucoup.